Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais appliquer la texture du plancher ainsi que les murs et faire l'éclairage. Donc, pour faire cette texture-là, quand vous ne retrouvez pas la même texture que vous cherchez, je vous suggère d'aller dans les matériaux de Maxwell afin que lorsque vous téléchargez les matériaux, il va vous donner les textures qui vont avec. Comme ici par exemple, on voit cette texture. Et ce qui est intéressant de Maxwell, c'est qu'il va vous donner aussi la texture de bump et tout ce qui va venir avec la texture. Alors, j'étais allé dans le browser, j'ai fait une recherche des tuiles, j'ai trouvé cette texture-là, je l'ai importée et maintenant elle est dans Editor. Maintenant, ce que je vais faire, je vais la sauvegarder dans notre projet. Alors, je vais aller dans mon projet, là où je l'ai placé. Et dans Maquette, ici, j'ai créé un répertoire qui s'appelle Map. Donc, dedans, je vais mettre ma texture. Voilà, là, il dit est-ce que tu as vu toutes les copies? Je l'ai vu. Alors maintenant, je vais aller regarder dans le dossier où je l'ai placé. Voilà, ici dans texture. Regardez, je retrouve 3 textures. Un pour le bump, un pour la couleur et un pour un certain type de réflexion. Alors, c'est vraiment la façon la plus efficace de chercher des textures plutôt que d'aller faire des Google Search et avoir des textures des fois trop petites, des fois trop grandes, pas bien arrangées et nettoyées pour appliquer en 3D. Alors, Maxwell va être une bonne porte de sortie. Il va nous donner des matériaux déjà bien préparés. Donc, je vais aller dans la maquette tout de suite. Voilà mon plancher. Je vais aller faire cette texture-là du plancher. Donc, ça va être une bonne capsule pour expliquer comment faire des matériaux à multi-layer, multi-couches. Donc, ce que je vais faire, là maintenant, probablement, il fait un auto-sauvegarde. Donc, quand 3ds Max fait un auto-sauvegarde, ne le pressez pas, laissez-le finir. Voilà, donc je prends cette case-là qui est libre. Donc, je vois qu'il n'y a pas de triangle sur les coins. Et je fais Get Material. On attend. Et par la suite, je vais prendre Physical Material. Comme ça. Il y a toujours, comme je l'avais dit dans le passé, plusieurs façons de faire la même chose dans 3ds Max. Donc, je vais appeler ça Floor au plancher. Et je vais lui dire tout de suite que c'est des tuiles ou des céramiques. Alors, je regarde ici dans non métallique. Et je descends, je regarde ici, je trouve Glaze Ceramic. Alors, je prends ça. Donc, lui, il va se débrouiller pour travailler la réflexion. Il va me donner comme la réflexion de céramique. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller dans Base Color, ici. Je vais cliquer sur le petit bouton. Donc, ça, c'est la couleur de fond. Mais moi, je vais aller mettre une texture. Ce petit bouton, c'est pour appliquer une texture. Alors, c'est ici qu'on choisit le map. Donc, le map, c'est seulement quand on le met à l'intérieur d'un matériau. Le type de map que j'aimerais appliquer, c'est un bitmap, c'est-à-dire une image. Tous les autres sont des procédurales. Celui-là, le premier seulement, c'est une photo. Les autres vont être générés par l'ordinateur. Donc, je peux prendre par exemple un échiquier et lui dire c'est quoi les couleurs de l'échiquier et c'est quoi ses dimensions. Et il y en a d'autres. Il y a les gradients, il y a les noise. Alors moi, je vais prendre bitmap. Comme ça, il va me permettre de chercher une photo. Alors, voilà.
J'attends qu'il réplique. Je vais double-cliquer sur Bitmap une autre fois. Et il me dit où est-ce qu'elle est ta photo. Alors c'est dans Librairie, dans Documents. Je vais aller à l'endroit. Notez bien que je mets toujours mes choses à l'intérieur de mon projet. Toutes mes photos, tous mes modèles 3D sont tous à la même place. Alors je vais aller dans Texture. Et ici, je vais retrouver, regardez, tuiles 2, ils sont bien nommés. Couleur, bump, voilà. Donc je vais prendre la couleur. Après qu'il place la texture, ici il y a un travail intéressant à regarder. Il faut être très attentif. Je vais tout d'abord cliquer sur la photo. Elle est ici. Bitmap Parameters. Ça, c'est la photo. Si je clique ici, il va me montrer où est-ce qu'elle est la photo. Et vous avez juste en dessous View Image. Quand je clique, il va me montrer la photo dans l'ensemble. Alors, je regarde la photo et ça me permettrait de calculer ses dimensions. Donc, je dirais que une tuile est 1 pied, donc ça fait 4 pieds par 4 pieds. Donc comme ça, je peux dès maintenant mesurer et dire ça sera quoi la grandeur ou l'échelle de la texture. Maintenant, j'ai deux choix. Ou bien j'applique la texture avec Use Real World Scale, ou bien j'utilise les UV Maps pour gérer l'échelle. La projection de l'image sur un objet ou sur la géométrie, elle est, afin que l'échelle soit correcte, soit que je vais l'appliquer de cette façon, soit que je vais le gérer avec UVMap. Donc si je vais le faire ici, donc je vais écrire ici 4 pieds par 4 pieds. Bon, je peux enlever le pouce, pas besoin. Voilà. Et lorsque j'aurai terminé, j'ai juste à monter vers le haut et aller faire le même travail pour le bump et pour les autres aspects. Je vais faire Show Shaded Material in Viewport. Puis par la suite, je vais glisser mon matériau sur le plancher. Regardez, il m'écrit ici Floor Generic, c'est-à-dire qu'il me dit sur quoi le matériau va être appliqué. Je le place, là voilà la texture. Maintenant, regardez, la texture est mal orientée par rapport à la photo. La photo, c'est à l'horizontale. Ici, c'est plus en longitudinal. Alors, pour cela, je peux retourner à la texture et je peux changer la rotation. Si j'ai l'angle, je peux lui dire ce serait de 90 degrés. C'est pas sur le U, ce serait sur le V. On va vérifier comme ça. Non. Donc, ça c'est comme X, Y, Z. U, V, W, ce sont des lettres utilisées spécifiquement pour la texture. Dans la géométrie, les axes c'est X, Y, Z, mais pour la texture c'est U, V, W. Donc U, ce serait l'orientation à l'horizontale, V en longitudinale et W à la verticale. Alors maintenant, voici, j'ai effectué l'orientation, je l'ai tourné. Mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas la seule façon de faire, comme je disais. Pour cet objet-là, je vais le laisser de même. Je vais remonter, faire Go to Parent. Et vous allez voir c'est quoi qui est un peu problématique de cette façon, c'est que à chaque fois que vous appliquez la texture dans un aspect différent, il faut refaire le même travail. Alors si je vais retourner dans Bump Map, parce que la texture, ça serait bien de lui donner un petit relief, je prends une image et je vais prendre l'image Bump. Maintenant, lorsque l'image est sélectionnée,
Elle est ici. Je vais retourner. Alors, vous voyez, il va falloir refaire le même travail. Allez ici lui dire une autre fois que c'est 4 pieds. Afin de superposer les deux images l'une par-dessus l'autre. Donc, il faut qu'ils soient parfaitement superposés. Et ici, je vais lui dire de tourner de 90 degrés. Voilà. Tandis que si j'aurais utilisé le UV Map, j'aurais pu éviter ce travail répétitif. Je n'ai pas besoin de le faire deux fois. Alors maintenant, je vais arrêter ici pour ça. Et plus tard, je vais mettre la texture sur le mur. Nous allons voir comment le faire. Alors maintenant, je vais tout simplement sauvegarder. Ensuite, il sauvegarde encore. Ok, il finit. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais travailler le matériau pour ces murs. Lorsque je regarde sur l'image, je sens un petit relief en bas. Donc, cette texture-là, elle est évidemment faite avec une géométrie appliquée par-dessus le mur. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par dessiner une petite boîte, comme ça. Ce que je peux faire, pour le faire, je peux prendre le snap, peser sur le bouton droit et lui dire de snapper sur la face. Donc, de cette façon, lorsque je dessine, regardez, il va snapper sur la face. Voilà. Donc, je viens de faire une petite boîte. Cette boîte-là, je vais aller dans l'outil de modification et je vais cliquer dessus pour voir comment elle est faite. Hop, ici. Ok, voilà. Donc, cette boîte-là, elle a une longueur de 0. Donc, ça, dans ce cas-ci, c'est la profondeur. Donc, je mets un 1. Voilà, maintenant, elle ressort du mur. Ça, c'est la largeur et la hauteur. Et regardez bien ici cette case qui s'appelle Real World Map Size. Donc, lorsque c'est coché pour la géométrie, c'est-à-dire que lorsque vous faites le matériau, vous allez aussi appliquer les matériaux comme Real World Map Size. Et comme ça, lui, il va ajuster les dimensions, comme on a fait pour le plancher. On voit que les dimensions sont parfaites. Donc, c'est à l'échelle. Sinon, si on va utiliser les UV Maps, ce que je vais faire pour cette fois-ci, on peut les enlever. On peut l'enlever plus tard aussi. Donc, je vais aller maintenant dans les maps tout de suite, dans les matériaux. Je vais aller chercher une nouvelle case. Je vais attendre, voilà. Je prends cette case-là. Je vais lui dire ici, ça c'est le nom, donc je clique ici, voilà. Et je vais lui dire Get Material, je vais dire je vais faire un nouveau matériau. Bien, alors ce matériau-là, je vais l'appeler mur blanc. Et dans Preset, donc je vais prendre de la peinture mat, comme ça. Ensuite, je vais maintenant chercher la texture. La couleur que vous voyez ici, c'est la couleur de base. C'est ce qu'on appelle la couleur diffuse. Donc ça, tout ça, ça gère la première couche de peinture. Alors, je vais cliquer sur cette petite case pour aller chercher une texture. Et je vais aller chercher une texture que j'ai téléchargée de l'internet. Celle-là, elle s'appelle des étoiles. Ou même, je peux prendre celle-là. Donc, je vais commencer avec celle-là, on peut la changer plus tard. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire,
je vais lui dire, c'est très important, je vais lui dire, je ne veux pas que ça soit géré selon l'échelle de la planète. Et je vais m'assurer que les tuiles sont un par un. C'est très important que ça soit ici un par un. Et je n'ai plus rien à faire. Je laisse ça comme ça. Je peux regarder l'image pour juger un peu des dimensions. Je peux dire par exemple, ça va être 10 pieds par 10 pieds ou quelque chose comme ça. Alors je vais remonter. Et plus tard, pas tout de suite, plus tard, on peut retourner et appliquer cette texture comme différentes couches. On peut l'appliquer par exemple dans le bump ou dans la lumière ou d'autres aspects. Mais pour le moment, je vais juste m'assurer d'appliquer ça sur la surface. Je vais l'appliquer cette fois-ci de cette façon. On voit la couleur bleue, on ne voit pas la texture. Vous le savez pourquoi? Parce que ces boutons ne sont pas couchés. Comme j'ai dit, ces boutons ne gèrent pas le rendu. Ils gèrent seulement l'effet dans le viewport. Alors, voilà la texture, elle est appliquée d'une façon étirée. Donc maintenant, pour ajuster la texture avec UV Map, je vais aller dans Modify, en ayant ma boîte sélectionnée. Je vais dérouler les Modifier List et je vais chercher en bas UVW Map, comme ça. Alors, l'application est planaire. Je peux prendre boîte. Lorsque je prends une boîte, donc il va prendre ma photo et l'appliquer sur l'ensemble. Maintenant, on voit qu'il y a beaucoup des boutons qui sont inactifs. Et ça, c'est parce que Real World Map Size est appliqué. Donc, UV Map est capable de gérer les propriétés du matériau lorsqu'il est Real World Map Size aussi. Mais lorsqu'on les décoche, là, tout à coup, tout devient actif. Donc maintenant, je peux gérer mon matériau comme je le veux. Donc regardez, si je prends boîte, ça veut dire qu'il prend ma texture et l'applique en boîte sur tous les côtés de la boîte. Lorsque je prends plan, il faut que je m'assure que le matériau est appliqué sur le bon axe. L'axe ici, c'est le Y. Regardez, Y ici. Z en haut et X comme ça. Alors je vais lui dire, ça c'est placé en Y ou en X, en Y. Maintenant vous me dites, oui, mais on ne le voit pas. L'espèce de rectangle orangé mince, ça c'est la projection de la texture. Donc maintenant, elle n'a pas les bonnes dimensions. Pour le faire, il faut tout simplement lui dire fit. Donc lorsque je lui dis fit, il va élargir la projection sur l'ensemble de la boîte. Voilà. Alors maintenant, après qu'on a fait ça, on peut gérer l'échelle. On peut lui dire par exemple quelles sont les dimensions. Par exemple, on peut lui dire en largeur, ce n'est pas 25 pieds, c'est plutôt 10 pieds. Comme ça. Et on peut garder la hauteur telle qu'elle est. Donc comme ça fonctionne bien. Et regardez l'espèce des projections orangées. Donc la projection orangée maintenant correspond aux dimensions appliquées. Alors c'est très facile de gérer les UV Maps et c'est très efficace aussi. Ça aide aussi pour les animations. Ça c'est un autre sujet qu'on pourra voir, que vous pouvez en fait naviguer sur YouTube pour approfondir les informations. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, il faut juste apprendre comment faire ça. Donc la beauté de ça, ce que j'ai dit, c'est que maintenant je peux retourner dans les matériaux et je n'ai pas besoin d'ajuster les dimensions de la texture à chaque fois que j'applique un map. Alors, si je lance maintenant un petit rendu rapide pour voir l'effet de ce qu'on a fait,
Et tout de suite après, ce que je vais faire, je vais retourner et appliquer de la lumière dans les étoiles. Donc juste les petites étoiles. On va voir la lumière. Donc, je vais laisser, je vais lui dire continuer. On va pas trop s'en faire avec ces messages, on va juste lui dire close et les laisser calculer. Alors, si je prends cette image et je l'applique dans émission, ici, et j'ai l'inverse pour que les étoiles deviennent blanches et le fond devient noir, la lumière va être projetée ou va être émise à partir des étoiles. Donc nous allons vérifier cette méthode. Donc je regarde l'image, regardez du moment que ça calcule, même si ça vient de commencer, je vois tout de suite que c'est bien. Donc la lumière, elle est bien équilibrée. Je sens le métal dans les bandes ici. Le fond, je vois les étoiles, je vois le plancher, il est bien réfléchissant, tout est beau. Peut-être que je peux mettre un peu plus de bump, mais là je commence à sentir les lignes. C'est sûr que lorsque l'image est un peu embrouillée comme ça, c'est difficile de voir les lignes, mais un peu plus tard, elles vont apparaître. Et voilà. On peut leur donner un petit coup de relief pour qu'elle devienne plus profonde. Alors, je vais arrêter ça tout de suite. Je vois que notre travail avance bien. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc, je vais vous montrer cet aspect. Ça va être la dernière pour les matériaux pour le moment. Je vais arrêter le rendu ici, en stop. Donc pour le rendu, comme je l'ai dit dans le passé, on est en train de rendre avec Art, qui est maintenant développé par 3DC Max. Il y a des renders externes, donc des third party, qu'on peut intégrer dans 3ds Max. Et ils peuvent nous donner quand même des qualités impressionnantes. Donc, parmi les logiciels qu'on a déjà appris, c'est Maxwell. Mais la communauté de 3ds Max utilise surtout V-Ray. 3ds Max et V-Ray, ils ont vraiment la grande part du marché de rendu. Ils sont très performants et avec l'un ou avec l'autre, vous êtes assuré de ne pas vous tromper. Alors ici, ce que je vais faire, je vais prendre bitmap comme map et je vais prendre cette image-là. Et ce que je vais faire maintenant, étant donné que le noir il est tout petit et le blanc est grand, qu'est-ce qui arrive avec les images pour faire la lumière, pour faire du map, ce qu'on appelle les images monochromes pour faire des channels. Donc le noir serait celui qui ne sera pas appliqué et le blanc, ce sera celui qui est appliqué. Donc si on est en train d'appliquer de la lumière par exemple, dans ce cas-ci, c'est le blanc qui va être appliqué. Alors la bonne façon, la façon normale de faire, sera d'aller dans Photoshop, d'inverser cette image pour que le fond soit noir et les étoiles blanches. Comme ça, les étoiles, elles vont projeter de la lumière. Avant de commencer, je vais enlever Use Real World Scale. Comme ça, l'application elles vont être superposées l'une par-dessus l'autre. 3ds Max a incorporé en bas dans Output, donc toujours dans les paramètres de l'image, il a incorporé une option pour inverser l'image. Donc, elle s'appelle Invert, elle est juste ici. Je vais le faire. Donc, je le fais uniquement pour le map que je viens d'appliquer, n'est-ce pas? Le map pour la lumière. Maintenant, je vais remonter. Donc, j'ai fini d'appliquer
l'image, la voilà ici. Je l'ai appliquée, je l'ai inversée et je vais lui dire de mettre à 100%. Et maintenant, là voilà, regardez l'image, c'est exactement ce que j'ai vu. Et je peux ici lui dire à combien d'éclairage et à quelle coloration. Donc 6500 c'est blanc, 6500 Kelvin c'est quasiment le soleil en termes de vue de couleur. Et la luminance ici c'est 1500 bougies par mètre carré. Donc vous pouvez visualiser dans votre tête, si vous mettez 1500 bougies dans un mètre carré, ça donne quoi? Donc je peux mettre ici par exemple 3000, ce qui va donner une coloration un peu moins blanche, comme ça elle est plus orangée. Le plus qu'on descend, le plus que c'est orangé, ou on s'en va vers le rouge, et le plus haut, le plus qu'on s'en va vers le blanc. Alors, je vais retourner d'abord à 5000. Très bien, c'est un peu jaune. Je vais fermer ça et maintenant je vais vous montrer brièvement comment faire un lampadaire. Les lampadaires qu'on a vus ici sont faits de cette façon. Donc il y a une géométrie à modéliser et par la suite il y a une lampe à ajouter. Une lampe, c'est-à-dire une source de lumière. Ça, c'est pas comme Maxwell. Dans Maxwell, le matériau projette de la lumière tout seul. Tandis que dans 3ds Max, il faut positionner une source de lumière. Donc, je vais commencer par la création. Donc, je vais commencer par sauvegarder. Parce que là, on va modéliser quelque chose. Ce que je vais faire, je vais commencer à modéliser à partir d'un cylindre. Comme ça. Donc, je vais les modéliser, je vais enlever les snaps, je n'ai pas besoin. Ici, je vais m'assurer que je suis en perspective pour que je puisse manipuler mon dessin facilement. Et je dessine mon cylindre. Comme j'ai toujours répété, je peux à tout moment retourner et travailler les paramètres. Alors vous, normalement, vous devez aller sur un site de manufacturier de luminaires, et vous prenez les dimensions de l'appareil d'éclairage ainsi que les fichiers US que vous allez intégrer avec. Alors, ce que j'ai fait, je vais lui dire, par exemple ici, radius 27/32e, je vais dire le rayon 1 pouce, ce qui va me donner 2 pouces de diamètre. La hauteur, je vais lui dire 6 pouces. Comme ça, on travaille avec des chiffres ronds. Les segments en hauteur, je vais lui dire de prendre uniquement 2. Vous allez le voir tantôt pourquoi. Et les côtés 18, ça va, ça c'est le nombre de côtés. S'il y a moins que 18, ça risque d'être très saccadé. Alors, après qu'on a fait ça, maintenant ce que je vais faire bouton droit de la souris et je vais faire Isolate Selection. Donc comme ça, je peux travailler en paix. Je travaille uniquement sur l'objet. Lorsque je termine, je fais bouton droit de la souris et je fais End Isolate. Alors, je prends cet objet-là et je vais lui dire Edit Poly. Comme ça. Ensuite, je vais commencer par sélectionner les lignes ici et je vais les monter vers le haut. Donc, vous imaginez pourquoi? Parce que le haut il est fait en métal et le bas il est fait, c'est la lumière. Alors je regarde de nouveau, voilà, il y a une partie métallique, une partie lumineuse. Donc ça c'est la partie lumineuse. Par la suite, peut-être que je peux les baisser un petit peu plus. Comme ça. Maintenant, je prends la surface supérieure, celle-là, et je vais faire pavot
comme ça. Qu'est-ce que ça va me donner, Babel? Ça va me donner ici, comme ça. Voilà. Donc, ça fait comme un offset de SketchUp. Ensuite, lorsque j'ai terminé, je pourrais extruder vers le haut. Je ne sais pas de combien pour le moment, mais sûrement plus que 2 pieds. Je regarde l'image, j'ai à peu près 3 pieds au minimum. Donc, je vais monter 3 pieds et quelques. Je peux le rentrer dans le plafond. Pour le moment, là, c'est correct. Donc, je vais faire maintenant Zoom All, comme ça. Ça, c'est Zoom All Selection. Donc, je vais désélectionner et je fais Zoom All. Voilà. Ma tige, elle est un peu épaisse. Ça va. C'est pas trop problématique. Je peux l'arranger tout de suite si je le veux. Je peux par exemple sélectionner le point en plan et par la suite appliquer un scale. Voilà, comme ça, je fais top, je fais zoom all. Vous voyez, je peux sélectionner les edges, comme ça, et lui dire scale. Par la suite, je peux appliquer le scale d'une façon numérique. Donc, je fais F12 ou je vais aller dans Transform Type In. Et je lui dis par exemple, réduis le temps. Vous voyez, 3ds Max, il est très efficace parce que c'est un vrai logiciel de 3D. Alors, regardez comment quand on a fait le scale, il a monté vers le haut. C'est tout à fait normal parce qu'il a mis à l'échelle pas seulement en 2D. On aurait pu le faire juste en 2D. Mais quand je l'ai fait, il a mis l'échelle en 3D. Donc aussi la longueur a été faite elle a été mise à l'échelle. Donc je vais me mettre à left. Je prends les edges ici, comme ça. Et tout simplement, je les déplace vers le bas, comme ça. Alors je m'approche, je m'assure que je suis précis. Il faut se faire confiance. On n'a pas besoin de tout snapper quand on fait ce type de travail. Alors, je suis presque sur le point de finir. Maintenant, vous vous rappelez, pour les matériaux, alors ça, on l'a appris dans le passé. Maintenant, je vais prendre tout le haut, comme ça. Et je vais lui dire, dans les ID, attention, je suis à Edge. On ne va pas faire cette erreur. Là, j'ai pris les surfaces. Et je descends en bas. Et qu'est-ce que je fais? Je lui dis, ça c'est les matériaux 1. Et je prends le bas. Et je dis, ça c'est les matériaux 2. Quand j'ai fait le haut et le bas, on va regarder comme ça. Maintenant, juste pour vérifier, si j'écris ici 1 et je clique sur Select ID, il me sélectionne juste le haut. Si j'écris 2, non, attention, il faut désélectionner. Je fais 2, et là je fais Select, voilà, il prend juste le bas. Alors c'est très bien, maintenant il reste une chose. Étant donné que c'est fait en forme ronde, je sélectionne tout, j'ai fait Clear Smoothness, et je vais lui dire de faire le smoothness à 45 degrés. Voilà, maintenant on a terminé. Maintenant, je vais sortir de... Je peux appliquer les matériaux tout de suite. Donc, je vais aller dans le matériau. Et vous allez voir, nous allons créer un matériau comme on a fait dans le passé. Un matériau multi-sub-object. Voilà, il est 6h12 du matin. C'est presque le temps d'aller à l'université. Alors, je vais prendre ce matériau-là. Et je vais faire Get Material. Je vais prendre Multi-Sub-Object. Je ferme ça. Je vais effacer les layers que je n'ai pas besoin. Ça ne change rien si je les garde ou je les enlève. Mais moi,
C'est juste pour que je puisse bien visualiser. Alors, dans le haut, je vais mettre du métal. Je vais prendre du métal d'Autodesk. Je ne vais pas perdre de temps. Alors, je vais aller tout de suite à métal ici. Et je vais lui dire que c'est du chrome poli. Donc, voilà, je le termine. Ensuite, je vais remonter tout de suite le deuxième matériau en bas, ici. Je vais prendre un physical material et je vais lui dire que c'est du verre dans les presets, n'est-ce pas? Glaze, ici, glace. Glace solide, c'est beau ça, glace solide, solid geometry. Et il y a le frosted glass. Donc je vais prendre glace solide. Ensuite, ce que je vais faire, je vais aller directement dans la lumière et je vais lui dire de projeter la lumière à 1. Et je vais mettre un chiffre dérisoire. Je vais ajouter un 0. J'aime toujours commencer avec des chiffres exagérés et après ajuster pour voir l'effet. Et comme ça, je ne vais pas perdre beaucoup de temps. Alors maintenant, je vais appliquer ce matériau sur l'objet, comme ça. Et voilà, ça fonctionne de premier coup, n'est-ce pas? Voilà, métal et vitre. Maintenant, je fais bouton droit de la souris, mais avant de finir ce travail, je vais tout de suite faire create et ajouter une source de lumière. Les sources de lumière, je vais prendre photométrique. Dans photométrique, je vais prendre un free light. Je vous suggère de placer la lumière en plan en premier. Donc je vais taper T ou ici, je suis en top. Je vais prendre free light et je le place en plein centre. Maintenant, dans les templates ici, je peux choisir quel type de lumière. Faites attention comment on fait une lumière. Je peux appeler ici la lumière pendant. Alors, dans template, vous avez des lumières préétablies. Donc, je peux sélectionner une de celles-là. Moi, j'aime les lumières qui ont un web. Quand c'est écrit web, ça veut dire qu'il y a un fichier IES associé. Alors, je peux prendre par exemple une lampe, juste une lampe 75 watts. Ensuite, lorsqu'on descend, il y a Light Property on, Shadow on, Light Distribution avec un photometric web. Ça veut dire qu'il a un fichier. Donc, si je déroule ici, je peux voir le fichier web et je peux voir où est-ce qu'il est localisé. Donc ça, c'est le fichier US. Si je veux le changer, je peux le changer. Si vous avez sélectionné une lampe qui n'a pas de photometric web, vous pouvez ici dérouler et choisir photometric web et aller choisir le fichier. Ensuite, ici, j'ai la lumière. Donc, les lumières, il y a des presets. Ensuite, ici, j'ai l'intensité. L'intensité, elle est en lumen. C'est coché ici le pourcentage. Alors, je peux tout de suite lui dire ça va être 10 000 fois plus pour m'assurer qu'elle va allumer, puis après, je pourrai retourner la baisser. C'est une lumière qui projette à partir d'un point, mais je peux lui dire qu'elle projette comme un cylindre, comme ça. Et là, le cylindre, il est mal orienté, mais on va l'ajuster. Donc, je vais regarder en left, faire zoom on, comme ça. Alors, ce cylindre-là, il est un cylindre à l'horizontale. Attention, comme ça. Ok, donc ça c'est ma lumière. Je vais aller dans Modify maintenant parce que j'ai fermé la création. Et je vais retourner ici. Je peux lui dire ce cylindre, il est combien de long, combien de large.
Mais là, le problème, il est mal positionné. Et je dois voir comment je peux le tourner. Peut-être parce que je l'ai placé en plan. Donc, si je lui dis point, parce que si je le place comme un disque, il me place un disque. Regardez, il place un disque ici. On ne le voit pas très bien, je vais aller en perspective, comme ça. Donc ça, c'est la lumière. Et il y a un disque qui est placé, que je peux manipuler ses dimensions. Et voilà. Donc je peux l'ajuster pour qu'il soit exactement aux dimensions de l'ouverture. Mais quand je prends un cylindre, j'aurais aimé le positionner, le faire superposer. Il y a sûrement un endroit que j'ai oublié. Qui me permettrait de le tourner. Bon, c'est une chose que je vais vérifier et je pourrais vous laisser savoir si j'ai réussi à le faire. Alors pour le moment, je vais prendre un disque. Un disque comme ça. Voilà. Et cette lumière-là, je vais la déplacer légèrement loin de la boîte pour que la source de lumière ne soit pas obstruée. Alors, je peux également faire la lumière comme une ampoule de point, un point comme ça. Ça veut dire qu'elle va projeter la lumière dans tous les sens. Alright. Alors, ça c'est terminé. Et maintenant, la partie finale, qui sera de sélectionner l'ensemble, la géométrie et la lumière, d'aller dans groupe et de faire assembler. En groupant une lumière, on l'assemble. Lorsqu'il est assemblé, il devient accessible, les paramètres de l'éclairage deviennent accessibles à partir de groupes. Regardez, c'est luminaire qui s'appelle pendant, ici, luminaire, et je peux ajouter à son intensité, baisser ou augmenter. Maintenant, je fais bouton droit de la souris et j'ai fait End Isolate. Et je vais prendre cet objet-là, comme ça. Je vais le déplacer. Je peux regarder en élévation pour bien le placer. Donc, comme ça, je suis en train de le monter. Utilisez toujours les flèches pour déplacer, parce que la flèche oblige le logiciel à aller dans le sens. Donc, comme ça. Comme ça, vous êtes certain de ne pas être perdu dans l'espace, parce que ça arrive. Voilà. Alors, maintenant, peut-être je vais la baisser un petit peu. Maintenant, ce que je vais faire, je vais la dupliquer. Donc, je vais mettre une dans le centre. Je vais voir il y en a combien. Il y en a une dans le centre, deux de chaque côté. Donc, je peux utiliser la commande Array, ici. Et comme ça, je vais être garanti de copier exactement aux bonnes distances, à la bonne distance. Ou je peux utiliser clone. Clone, on va le faire comme ça. Donc je pèse sur Shift et tout simplement je déplace. Et je vais lui dire instance. Instance, ça veut dire qu'ils vont être dépendants l'un de l'autre. Donc si je change un, les autres vont changer. Comme ça, instance. J'aurais pu faire miroir aussi. Je peux prendre maintenant le 2, faire miroir de l'autre côté. Donc il y a plusieurs méthodes. Là pour le moment, je vais faire confiance à mon œil. Des fois, c'est mieux de juste faire avec Array que
qui lui va vous permettre d'avoir quand même la répartition exacte. Ok, et je vais aller maintenant à la caméra et je vais lancer ce rendu et voir qu'est-ce que ça donne. Rendu, c'est F9. Vous pouvez cliquer sur F9 et les laisser calculer. Maintenant, nous allons voir la lumière qui va être projetée à partir du mur. Peut-être que j'ai mis trop de lumière. Je ne vais pas m'attendre à un bon rendu du premier coup. C'est pas trop grave. Donc, un peu plus tard aujourd'hui, en classe, nous allons refaire ce travail. Je ne sais pas si vous allez écouter ces films avant de commencer le cours. J'ai doute. Mais vous pouvez revoir ces films un peu plus tard dans la journée pour finir le travail. Bien, donc je vais le laisser finir. Je peux voir la source de lumière ici. Maintenant, une question valable peut être posée. Vous pouvez me dire pourquoi on a besoin de mettre ou de multiplier la lumière par un chiffre dérisoire. C'est comme, ça fait pas de sens la quantité de lumière qu'on a besoin de mettre pour que ça soit affiché. C'est pour une raison bien simple. C'est à cause du daylighting que 3ds Max il a ajusté ce qu'il appelle la projection lumineuse UV, donc l'exposition à la lumière. Alors, à cause de ça, ça fait que on ne voit pas assez la lumière, les petites lumières. Si j'avais pas une lumière de soleil, on aurait pu mettre de petites quantités normales et ça aurait suffi, ça aurait été parfait. Donc, c'est juste pour cela, il faudrait multiplier par vraiment comme des gros chiffres. En tout cas, je regarde maintenant, je vois que mes luminaires sont quand même petits, sont pas assez grands. Donc, c'est bien, je peux tout simplement arrêter le rendu et mettre à l'échelle l'ampoule. Comme je disais au départ, avant de créer la lumière, la bonne façon de faire, ça aurait été de partir à partir d'un appareil d'éclairage avec des dimensions précises. Alors, moi je l'ai fait, j'ai estimé un peu à l'œil. Mais c'est tout à fait normal, des fois on le met comme ça, on regarde l'image et on juge en fonction de ça. Maintenant, je pourrais par exemple le mettre à l'échelle 1 fois et 3/4 plus grand. Ça devrait être suffisant. Donc si je prends 1, je le dis scale. Par la suite, je vais faire transform type in et lui dire de le mettre à l'échelle 175 fois. Donc ça, c'est pour les 3 côtés. J'aurais pu faire l'échelle un côté à la fois. Donc voilà, je vais le déplacer vers le bas. Je vais changer l'affichage pour voir si je peux mieux l'apercevoir. Il est trop bas maintenant. Il est trop bas. Alors, faire move. Donc, je vais aller ici en wireframe parce que j'arrive pas à rien voir. Voilà, maintenant je peux bien voir. Ah, ça c'est bien ça. Alors, je peux faire la même chose aux autres. En même temps, je ne suis pas obligé de les mettre à l'échelle 1 à la fois. Donc, je peux lui dire scale. Regardez, ça se scale 2D. Ça se scale à partir d'un coin. Et ça se scale 3D. Alright. Présentement, je suis en mode centre global. Je peux changer à mode centre local. Ça veut dire quoi, le centre local? Ça veut dire que il va
il va mettre à l'échelle chaque objet tout seul, indépendamment des autres. Ça, c'est la sélection des filtres. Ici, voilà, celui-là, c'est centre local. Vous voyez? Donc, chaque objet va être géré par son propre centre. Tandis que ça, c'est un centre pour l'ensemble des sélections. Alors, maintenant, je vais dire scale, et je vais lui dire transform type N, et je vais lui dire 175 comme on a fait aux autres. Et regardez, chacune, elle s'est mise à l'échelle au bon endroit. Voilà. Et maintenant, on a terminé, donc on se voit un peu plus tard.